Bienvenue dans l'univers des régions françaises, une nouvelle cassette de la série Vivre en France dans laquelle nous avons regroupé quelques-uns des plus beaux reportages diffusés dans le cadre du journal de 13h de TF1. Nous évoquons beaucoup la vie dans les régions, souvent à travers ce qu'on appelle les richesses du patrimoine, des traditions, des paysages, des gens passionnés et amoureux de ce qu'ils font. Une richesse, une diversité qui nous rattache à nos vraies racines. Elles sont profondes, elles sont belles. Vivre en France, c'est ce que vous allez découvrir. Nous sommes sur le canal de Briare, décidé au début du XVIIe siècle par Henri IV et son ministre Sully. Voué à l'époque au transport des marchandises, il est aujourd'hui le lieu de prédilection des plaisanciers et amoureux de la nature. Au cours de notre promenade, passage sur le pont-canal de Briare. Situé au-dessus du fleuve, il relie le canal latéral de la Loire à celui de Briare. Avant sa construction, les bateaux devaient passer sur la Loire en suivant un chenal particulièrement dangereux en raison des crues. Grâce au pont-canal, plus de naufrages. Le pont-canal de Briare, eh bien, c'est sans doute le fleuron de tout un patrimoine batelier. C'est le plus long pont-canal d'Europe, peut-être même du monde, en métal de ce type. 665 mètres de long. Il a fallu 4 années pour le construire et le travail sans relâche de 3000 ouvriers. Plusieurs architectes sont à l'origine de sa création, parmi eux, un ingénieur pour le moins connu, Gustave Eiffel. Le pont-canal, une œuvre d'art, une prouesse technique, une nécessité. À la fin du 19e et début du 20e, le canal était saturé en navigation, à tel point que le passage des bateaux ici s'effectuait la nuit aussi. Donc c'est dire le nombre de bateaux jour qu'il y avait. On peut estimer entre 30 et 40 bateaux jour. Comme à la belle époque, pour son centenaire, le pont-canal retrouve le trafic d'antan. Une quarantaine de bateaux vont défiler. Les regards se tournent vers le passé. C'est difficile de revenir à l'ancien temps comme ça? Un peu. Moi, j'ai connu justement ce système de tirage de bateaux. Naturellement, c'était pas avec les hommes, c'était avec les mulets, mais je me souviens, sur le pont-canal, on voyait les mulets qui tiraient les péniches. Et il y a seulement 50 ans de ça. Des Français, des étrangers aussi, sont venus fêter cet anniversaire. Exemple, un couple venu de Suisse pour parcourir les canaux français et découvrir surtout le pont-canal. On l'a découvert, on est arrivé ici, waouh, ça prend au cœur, quoi. Puis en plus, quand on pense à l'époque où il a été construit, quoi, c'est encore plus fantastique. Et il y a une vue fabuleuse. Lorsque nous sommes arrivés ici au pont-canal, on avait une grande émotion de découvrir tout à coup ce que nous avions vu pendant des mois sur des photos et dans des bouquins. Un peu d'émerveillement, un peu d'évasion. Le défilé ne laisse pas indifférents les plus jeunes. Un hommage, un grand coup de chapeau au créateur de la fin du 19e siècle. Le pont-canal de Briare fait toujours rêver. On aimerait bien être de ceux qui construisent ce genre d'ouvrage. Ils ont eu cette chance, et nous on a d'autres chances maintenant de vivre à l'heure où on vit, mais je crois que l'émotion c'est de voir qu'à cette époque on était capable de franchir un fleuve comme la Loire. Centenaire, le pont-canal de Briare n'a pas vieilli, il se porte bien. Selon la légende, colportée par les mariniers, il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. En droite ligne des hommes des cavernes, les champignonistes de Montsoreau hantent tout le jour leurs grottes profondes. On ne les voit dehors qu'à la nuit.
Creusées à même la falaise, ces galeries ont fourni la pierre aux bâtisseurs de châteaux. Mais depuis un siècle, c'est devenu le terrain idéal pour cultiver un champignon très célèbre, l'Agaricus bisporus, que les mycologues appellent encore le Psaliota hortensis. C'est essentiellement du champignon de Paris que nous cultivons, c'est-à-dire le blanc et le champignon blond, qui est lui beaucoup moins connu, mais qui est toujours un petit peu plus parfumé que le blanc. C'est un travail constant, difficile et passionnant en même temps, dans une hygrométrie qui est entre 65 et 70%, puisque là, nous sommes à 19 mètres sous terre. Nous sommes dans un monde de silence. Et dans ces caves, il y a toujours quelque chose à voir, quelque chose à écouter, quelque chose à observer. La nature du champignon change sans arrêt. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'un champignon, lui, il double de volume tous les jours. On arrive à capter quelques bruits. Le bruit, le crépitement de la terre sur des milliers, bien évidemment, de champignons, le crépitement de la terre que le champignon soulève. Avec mon frère, la passion du champignon, avec des substrats et des compositions totalement différentes de ce qu'est le champignon de Paris. Pour d'autres champignons que nous présentons, tels que des pleurotes, des pieds bleus, du shiitake et quelques foliotes. Un autre encore que nos champignonistes affectionnent, la galipette. Au début du siècle, on travaillait ce que l'on appelait en molle. Et quand un champignon grossissait plus que les autres, le poids de celui-ci faisait que le champignon basculait. Et fort le champignoniste de constater le lendemain matin, son champignon à terre, celui-ci avait fait une galipette. Ce champignon qui est ouvert, bien mûr, ne peut se garder que quelques jours. Et nous en avons fait une spécialité culinaire. C'est ça ce que nous essayons de faire découvrir aux visiteurs. Nous sommes producteurs, donc de la cave à l'assiette. On leur explique la culture du champignon. Puis je dirais que tout naturellement, ensuite, passe à table et découvre ces spécimens de champignons de Paris que sont les galipettes, avec nos garnitures qui sont donc le fromage de chèvre gratiné au four à bois, au cep de vigne, ou à la rillette rendue croustillante par ce même four. Quoi de plus naturel que de faire découvrir ce produit dans sa finalité qui est de le manger, mais sous une forme différente. Les gens font des galipettes en bonne compagnie. C'est rustique, c'est dans l'âme des lieux. Des gens simples qui habitaient ici, ce sont plein de petites choses, de petits détails qui font que ces lieux, en fait, ne vous appartiennent jamais, ces lieux. Le silence est roi, en fait. Il est évident qu'on se retrouve face à soi-même. Mais il faut pouvoir, c'est vrai, le supporter. Ça oblige à une humilité, ça, sûrement. On l'appelle la vallée des chapeaux, car cet accessoire a fait la fortune d'Espéraza. Pendant un siècle, on a coiffé ici les têtes du monde entier. Et les vieux chapeliers, il en reste peu. Ici, oui, ça c'était l'usine Paye. L'usine Paye, oui. Là, on a travaillé tous les deux. Oui, on a travaillé tous les deux pendant, tout jeune, on a travaillé 30 ans, 35 ans là. 35 ans, oui. Et puis à côté, il y avait Clamou. Ici, il y avait les maisons ouvrières en bas et les cheminées, il en manque, oui. Ce sont des prisonniers de guerre de la région qui, au XVIIIe siècle, ramènent de Silésie l'art de fabriquer des chapeaux. Dès 1900, les usines se multiplient dans toute la haute vallée de l'Aude. La venue du train a fait qu'on a pu transporter des machines importantes. Et alors là, la ville a connu un essor exceptionnel. Tout le monde travaillait du chapeau. Il y avait 4000 personnes qui travaillaient du chapeau. 1930 fut l'âge d'or à Espéraza. Dans cette usine, Henri et Louis, anciens contremaîtres, débutent à 14 ans. En 1950, il y a des usines, du travail et des rites.
Quand on se croisait à la sortie des usines comme ça, on se connaissait tous très bien. Alors tout le monde se met son chapeau pour se saluer. Comme ça. Et c'était très beau à voir. Le patrimoine d'Esperaza, ce sont ces usines désaffectées où des millions de chapeaux furent fabriqués. Ces maisons de patrons chapeliers, témoignage de la richesse passée. L'histoire du chapeau est au coin des rues. Là, nous avons une usine qui est l'usine Bourrel-Aimé, qui est de la fin du 19e siècle, et qui se prolonge par un grand ensemble de ce que nous appellerions aujourd'hui des cités ouvrières, qu'on appelle des casernes au 19e siècle. La gare, désaffectée aujourd'hui, est la vitrine de la ville. Ici, on est fier d'exposer ces chapeaux portés dans le monde entier, souvent par des célébrités. Fier de ces outils de travail sauvés de l'oubli par des bénévoles. Ces gens-là étaient des gens passionnés car ça a été leur vie étant ancien chapelier ou fils de chapelier et il y a vous voulez regarder la mémoire du pays. Car des usines fabriquant des chapeaux de feutre en laine, il n'en reste qu'une, à Montazel, sur les bords de l'Aude. Au moins 3 générations d'anciens chapeliers ont appris le métier dans cette usine. Une usine, presque un monument historique, souvenir. Ça sifflait 4 fois par jour. Et alors vous aviez une usine comme Paye qui avait un sifflet, il faisait tout, l'autre à côté elle faisait tout, l'autre à côté faisait tout. Ben, ça appelait les ouvriers au travail, et puis la fin du travail, et puis là, de nouveau, et chaque fois c'était comme ça. L'usine. Ces machines presque centenaires imaginées par l'homme tournent encore. Les cadences infernales en moins. La naissance d'un chapeau commence là. Quand la laine, une fois peignée, passe à l'enroulage. On va en faire ce que l'on appelle une cloche. Il faut 1 an d'apprentissage pour prendre le coup de main. Sur des machines irremplaçables, des machines d'époque. C'est fait que c'est joli à voir. Et comme il n'y en a plus dans le coin. L'usine est unique, les machines aussi. Celle-ci, grâce à un va-et-vient mécanique, à la pression, à la vapeur, va permettre aux fibres de s'entremêler, de faire le feutre. À chaque manipulation, il y en a 29 pour faire un chapeau. Sa machine ingénieuse. Ici, le foulon. Il réduit la surface et la taille de l'étoffe. C'était le poste d'Henri. Si c'était ma mère. Pendant 43 ans, j'ai travaillé au foulon. Il y avait 12 foulons à surveiller à ce moment-là. Peu à peu, le chapeau prend sa forme, toujours grâce à la vapeur et aux mains de l'homme. La fabrication est comme il y a un demi-siècle. On a conservé le savoir-faire que nous ont laissé les anciens. Les machines, elles sont bien plus vieilles que le personnel qui travaille actuellement. Dernière manipulation, la mise en forme grâce à la vapeur, au gaz et à ces moules d'aluminium inusables. Là, le chapeau va prendre toute sa valeur, il va prendre toute sa forme, tout son toucher. Et ici, pas d'école, on apprend toujours sur le tas. Il a fallu écouter les anciens, bien sûr, à coup de pied dans le cul. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Et après, c'est rentré. On a aimé ça, et voilà. C'est devenu une passion. Hein. Ils étaient 500 dans cette usine en 1957. Il en reste 15 à s'accrocher à cette tradition régionale. C'était un métier, disent Henri et Louis. Un métier et une usine qu'ils n'oublieront jamais, foi de chapelier. 6 heures du matin. Autour du lac encore endormi, d'inhabituelles silhouettes déchargent un matériel de pêche bien peu ordinaire. On y va, les gars ? Cette poignée d'irréductibles auvergnats brave courageusement les variations fantaisistes du thermomètre. Il est très tôt et il fait froid, mais ils ont un rendez-vous avec la banquise pour s'adonner à une éphémère passion, la pêche blanche. Nous avons déjà d'actuellement. 20 cm de glace séparent le pêcheur des poissons. Première étape de cette pêche insolite, creuser son trou. On va dégager un peu. Ouais. C'est une tarière, comme on s'en sert dans le Grand Nord, pour percer les trous sous la glace. Et celle-ci, on l'a fait venir de Norvège. C'est très pratique, ça fait des trous pas trop gros, et donc en sécurité. C'est bon? On est la première couche, là. Ouais, mais on a vérifié hier, l'épaisseur de glace est bonne. Donc il y a 2 couches, hein? Oui, oui. Aujourd'hui, on leur a donné le feu vert et ils peuvent faire des trous. Seulement, on leur a bien précisé que les trous doivent avoir une petite dimension pour
éviter justement que quelqu'un tombe dedans, mais il n'y a pas de problème en ce qui concerne la solidité. Tous les moyens sont bons pour creuser son trou, les jeunes ménagent leur peine. Le jour de l'ouverture, les pêcheurs ont le droit de venir faire leur trou et de mettre une petite pancarte pour se réserver leur emplacement. À partir des jours qui suivent, les trous tombent dans la communauté. La pêche en banquise est réglementée. Chaque pêcheur a le droit de creuser 2 trous et d'attraper 8 poissons par jour. L'équipement, principalement, c'est une petite canne pas trop longue parce que ça fait, quand on fait le poisson, hein, on n'a pas besoin de reculer au maximum, quoi. On pêche avec un petit bulle d'eau, hein, de différentes couleurs. On a le droit de pêcher à l'asticot, au ver de terre, à la teigne et au ver de farine. J'en ai une grosse. Allez, la bête. Oh la bête. Voilà l'animal. Oh la belle bête. Voilà, magnifique. C'est comme si on pêchait aux Esquimaux. Benoît, tu n'avais pas l'air de te fiche de moi. C'est pas parce que j'en ai tapé une petite et toi une grosse. Dans ces eaux poissonneuses cohabitent saumon de fontaine, truite ou omble chevalier. Outre les appâts, les trous attirent le poisson, la pêche est rapide. 3, 4, 5, 7, 9, 6, 8. Voilà, eh ben c'est bien. 8. Comme ça, vous avez fini votre pêche et vous laissez la place à un collègue, quoi. C'est entendu. Voilà. À votre entière disposition, vous pouvez appeler À un votre collègue service. qui prendra ma place. J'ai un secret, parce que moi je fais comme Rabolio. Si vous vous souvenez de ce film, là, Rabolio, non, il tapait du pied et Oui, les truites arrivaient. ouais. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai tapé un peu du pied. Pas exprès pour me les réchauffer. ça. Oh, canon les gars là. Un petit rosé. Un petit 5%. Allez, tiens, ça m'en fait tomber les lunettes. Et la santé des truites. Hop, pas trop. Alors, qui est-ce qui n'a pas de verre? Ça discute, ça papote, les gardes-pêche sont là, tout le monde fait des commentaires. Il y a une espèce de magie. On parle de pêche, on parle de bouffe, on parle de bien vivre. Il faut dire qu'on est dans un cadre assez exceptionnel qui aspire forcément de par la nature qui soude cette convivialité. C'est marrant. Marrant, dites-vous, pas pour tout le monde. Au Mont d'Or, dans ces volcans d'Auvergne, comme au fin fond de la Norvège, l'histoire finit toujours de la même façon, la fête pour les uns et la casserole pour les autres. Alors si je vous dis rendons-nous au Pardaillan, voilà, il faudrait que nous y allassions. À l'entrée de l'austère bastide de Montpazier, bâtie au XIIe siècle par les Anglais, Alain Bouissière tient ouvert depuis 3 ans l'un des 4 cafés de la commune. Le poète Blaise Cendrars logea dans cette bâtisse à l'époque où il écrivait Rome. Aujourd'hui, dans le brouhaha du bar, fusent des sonorités et des manières de s'exprimer qui ne sont plus guère dans l'air du temps. Ah, il serait séant que vous en rappelassiez. Il serait séant que je puisse boire un verre. Et que vous le terminassiez. Absolument. Afin que je vous resservisse. Mais la première fois que je suis venue, je lui ai demandé de prendre un verre. Il m'a dit, il serait séant que je vous servisse un verre. Et je l'ai regardé, je me suis dit, mais... Dans ma tête, je me suis dit, mais on parle jamais comme ça à Montpazier. J'avais jamais entendu ça. Un patron de bar, justement, de me dire ça. Pour qu'une réplique soit autre chose qu'une éphémère cuistrerie, Alain Bouissière crée une association, Corrupsis. Moyennant 10 francs, tout un chacun peut prendre parti en faveur de l'usage du passé simple ou de l'imparfait du subjonctif. Et les hésitations sont parfaitement admises. Il serait séant que je consommasse. Que je consomme, oui, que je consommasse, c'est ça. Faudrait-il que je payasse, peut-être, je sais pas. Tout à fait. Voilà, Verbe c'est payé, ça. premier groupe. Vous l'apprîtes à l'école. À la tombée du jour, quand les fautes sonnent trop clairement aux oreilles du patron, l'heure arrive des leçons ou de quelques révisions. Donc, verbe naître, c'est quoi le passé simple de verbe naître? Si, faites un effort. Je suis né. Non, je n'ai... Qui? Voilà. Vous voyez bien qu'en faisant un effort, on le retrouve. qu'est-ce qui est dur dans cet emploi du subjonctif? De parler, d'accorder les tons. C'est pas évident, hein. Mais bon, c'est vrai que dans ce bar, on parlait comme ça, il n'y a aucun problème.
mes sorties dehors, pour l'employé, c'est assez difficile. Pourtant, toute circonstance est occasion de beau langage. Quelle est la dernière confiture que vous créâtes? Que je créate, eh bien, Je crée. Oui. Je crée. Oui. C'est quoi la dernière? La jolie de champagne. Ça donne une affectation à la langue qui peut porter peut-être à sourire, mais qui quand même a une certaine truculence à l'intérieur qui est assez amusante. Quel plaisir prenez-vous à manier le subjonctif? Le plaisir de faire des beaux mots et de faire chanter la langue française. Et même celui de se faire entendre. Lorsque je veux un service diligent de la part d'un commerçant, j'ai demandé, il serait essayant que vous me préparassiez des croissants pour 7 heures du matin. Et là, ça marche. Son apparence fleur bleue, tendre et bucolique, n'est que l'une des facettes de sa personnalité. Émergeant de la profondeur de son champ, le lin offre plus d'une perspective lorsque de la plante naît le plus vieux textile du monde. Le lin est vraiment cultivé comme une perle rare. On ne cultive pas du lin comme on pourrait cultiver une autre plante. Déjà, elle a un cycle de végétation donc très court, 100 jours, mais ensuite, les 6 ou 7 semaines qui suivent son arrachage sont très très importants. Et en gros, tous les jours, tous les 2 jours pratiquement, on doit aller voir son champ de lin, savoir si tout va bien, si on doit le retourner, pour arriver, si vous voulez, à cette qualité extraordinaire qui est reconnue dans le monde entier. Veillez aux graines, veillez au lin. Lorsqu'il a été arraché et non pas fauché, afin que ses tiges restent longues, vient le temps du rouissage. Alternativement bain de soleil et bain de pluie, le rouissage permet en un mois environ de séparer l'écorce de la tige de ses fibres textiles. Puis la sélection est encore affinée. Les graines servent à alimenter le bétail ou à fabriquer de l'huile de lin. Les déchets de bois